Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba s'est doté d'une nouvelle équipe gouvernementale de 30 ministres, en écartant ceux dont les noms ont été cités dans des affaires de détournement de fonds. La conférence des partenaires au développement des Comores s'est clôturée ce mardi 3 décembre à Paris en France. L'archipel est parvenu à obtenir quelques 3,9 milliards d'euros en 2 jours pour financer les grands projets de son plan d'émergence à l'horizon 2030. Et la femme entrepreneur africaine reçoit un nouveau soutien. Un mémorandum d'entente a été signé en marge du premier sommet en Afrique pour l'égalité des genres pour encourager le financement des petites et moyennes entreprises appartenant aux femmes. Énième remaniement ministériel au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a procédé à la refonte de son gouvernement en conservant son premier ministre Julien Kogé Bekale et en constituant une nouvelle équipe de 30 ministres. Plusieurs collaborateurs cités dans des affaires de malversation ont été limogés, un changement qui intervient quelques jours après le lancement d'une vaste opération anticorruption. Corinne Kamsefem. Le dernier gouvernement gabonais n'aura tenu que 25 jours. Le 2 décembre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a procédé à un remaniement de l'équipe gouvernementale. Si le Premier ministre Julien Kogé Bekale maintient son poste, plusieurs de ses collaborateurs cités dans les affaires de malversation financière ont été limogés. Il s'agit entre autres de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président et désormais ex-ministre en charge de la stratégie du développement humain, Noël Mumba qui détenait le portefeuille du pétrole et des hydrocarbures, ou encore Ondomba qui était lui en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. En un an, on ne peut pas changer 7 fois le gouvernement. C'est pas possible. Et celui qui arrive prétend toujours parler au nom du chef de l'État. Nous avons depuis hier donc un remaniement où certains ministres sont partis, ce qui est insuffisant vu l'ampleur du désastre financier parce qu'il s'agit des milliers de milliards qui ont été détournés. Le dit remaniement intervient quelques jours après le lancement d'une vaste campagne anticorruption baptisée Scorpion. Les opérations de police au sein de la haute administration ont abouti à plusieurs interpellations de hauts fonctionnaires, notamment Brice Lacruche Alianga et Noël Mumba ce 3 décembre. Ceux-ci ont souvent été cités dans des affaires de détournement de fonds publics. Nous, en tant que travailleurs, nous sommes choqués à cause des sommes détournées. Quand on nous impose des mesures d'austérité, que le pays va mal économiquement, or là nous avons la preuve que le problème du Gabon, c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème d'argent. Et que nous, les travailleurs, nous n'allons pas continuer à être les marchepieds de ces détourneurs. Alors que certains considèrent l'opération Scorpion comme un règlement de compte, le Premier ministre précise qu'elle répond surtout aux attentes des populations gabonaises qui aspirent à de meilleures conditions de vie garanties par une administration intègre et efficace. Quelques 3,9 milliards d'euros, c'est le montant qu'a obtenu l'Union des Comores lors de la conférence de 2 jours qui s'est tenue à Paris, en France, les 2 et 3 décembre. Les grands bailleurs internationaux et les acteurs privés se sont engagés à financer le plan de développement pour l'émergence des Comores d'ici 2030. Objectif, porter la croissance du pays à 8% en 2030 contre moins de 3% actuellement. Le secrétaire d'État, Mohamed Junaï Swalihi, nous explique les grands axes de ce plan de développement. Nous avons élaboré une vision d'un Comore émergent à l'horizon 2030 avec un plan de développement à long terme sur les 10 ans. Et des projets qui ont été élaborés soigneusement par des équipes techniques avec la collaboration des partenariats, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de développement qui nous ont soutenus durant 3 mois durant pour préparer cela. Nous avons élaboré des grands projets qu'on appelle phares, des projets structurants et des projets sectoriels. Tous ces projets totalisent plus de 4 milliards d'euros. Moi, j'ai eu l'honneur de présenter effectivement les projets structurants. On les a appelés structurants parce que ça permet la mise en place des outils qui ont un impact en termes de synergie et de développement pour les Comores. Ce sont des projets structurants aussi parce que ces projets
vont soutenir d'autres projets. Donc ça va catalyser d'autres projets et ça va mobiliser plusieurs acteurs qui viennent de plusieurs horizons, mais toujours autour d'un objectif commun. Donc c'est le développement de l'Union des Comores. Un mémorandum d'entente en faveur de la femme entrepreneur a été signé en marge du sommet sur l'égalité des genres qui s'est tenu du 25 au 27 novembre à Kigali au Rwanda. Cette initiative émane des groupes Attijariwafa Bank et African Guarantee Fund pour encourager les femmes détentrices de petites et moyennes entreprises et pour éviter l'exclusion financière de celles-ci. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sedji. 70% des femmes en Afrique sont victimes d'exclusion financière, selon le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Une situation que veulent voir changer Attijariwafa Bank et l'African Guarantee Fund. Ces deux institutions ont signé le 25 novembre un mémorandum d'entente pour apporter leur secours à la femme entrepreneur africaine. Notre groupe a toujours accompagné les entrepreneurs et notamment la femme entrepreneur fortement engagée. African Guarantee Fund, en tant qu'acteur majeur dans le soutien de la petite et moyenne entreprise africaine, est le partenaire idéal pour développer davantage notre soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Cette convention entend donc apporter aux entrepreneurs africaines des garanties de portefeuille et un soutien technique. D'après la Banque mondiale, l'Afrique est la seule région au monde où plus de femmes que d'hommes choisissent la voie de l'entrepreneuriat et où malheureusement les entreprises appartenant à des hommes bénéficient de 6 fois plus de capitaux. Généralement, les institutions financières ne peuvent pas accompagner les entreprises sur lesquelles on n'a pas vraiment de visibilité. Il n'y a pas de projection dans la durée. Il y a des dirigeants d'entreprises féminines aujourd'hui qui sont obligés de se limiter à leur zone de production parce qu'on va dire que c'est une femme mariée et elle ne peut pas laisser son foyer ou elle ne peut pas aller dans un autre pays. Vous voyez, donc le poids de la culture et de la société aussi reste un frein. Il faut maintenant sensibiliser ces dames-là sur la nécessité d'enregistrer dans les instances qui existent dans chaque différent État leur entreprise. Pour Félix Bikmo, directeur général du groupe African Guarantee Fund, ce mémorandum est d'une importance capitale vu l'apport crucial des femmes à l'économie. Plus nombreuses dans les exploitations agricoles, elles font pourtant face à un déficit de financement d'environ 16 milliards de dollars. Au Nigeria, le gouvernement veut s'occuper du réseau électrique national en mauvais état et c'est dans ce contexte qu'un financement de 210 millions de dollars a été octroyé par la Banque africaine de développement. Objectif, moderniser le réseau de distribution d'électricité dans le pays. Les explications de Aïssatou Bari. Le Nigeria vient de bénéficier de la part de la Banque africaine de développement un prêt de 210 millions de dollars pour le projet d'extension du réseau de transport d'électricité du Nigeria. Le projet vise à réhabiliter et à améliorer les lignes électriques du pays et leur distribution. On estime entre 17 et 60 millions de petits générateurs à essence au Nigeria, faute d'infrastructures adéquates. Les Nigérians et leurs entreprises dépensent 14 milliards de dollars par an pour des générateurs à essence ou diesel inefficaces et coûteux. Ce projet contribuera de manière significative à la réduction du déficit énergétique du Nigeria, à la diminution de la pollution de l'air et du bruit et à la réduction du coût des affaires. Le financement de la banque comprend un prêt de 160 millions de dollars et un prêt additionnel de 50 millions de dollars du Fonds pour la croissance de l'Afrique. Ce prêt servira à la construction des lignes et des postes de transport à double circuit de 330 kV à travers le pays. C'est non seulement la politique de tarification qui doit refléter donc les coûts pour que les investissements soient rentables, et également il faut que nous puissions donc arriver à une législation qui permet à ce que les objectifs de performance qui sont fixés pour les compagnies de production d'électricité, il faut que ces entreprises respectent ces engagements. Sinon, en cas de déficit de performance, en cas de contre-performance, subissent donc la rigueur de la loi. Pour rappel, le projet d'extension du réseau de transport d'électricité du Nigeria fait partie de la réponse de la banque à la crise du secteur de l'énergie du pays. Environ 2000 emplois directs seront créés en faveur des jeunes et 30% de ces emplois devraient être occupés par les femmes.
L'insertion professionnelle des jeunes est une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. Plus de 400 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Le bassin de l'emploi ne correspond pas toujours aux exigences et aux qualifications, mais un secteur reste un vivier d'emploi et représente près de 7% du produit intérieur brut. Il s'agit des transports. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le secteur des transports est un bassin d'emploi pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes, l'organisation du transport terrestre et maritime permettra d'absorber une bonne partie des 400 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Le segment de transport de passagers pour les liaisons interurbaines en particulier est prometteur pour les demandeurs d'emploi, même sans grande qualification. On a besoin aussi souvent des bras valides. Tu peux avoir niveau CM2, niveau 6e, tu peux charger des bagages. Tu peux avoir niveau 3e, tu peux être un contrôleur. Tu peux avoir un bac, être responsable de gare. Tu peux avoir un bac plus 5, intégrer l'audit ou être responsable de gare. Le gouvernement ivoirien a libéralisé le transport lagunaire dans le district d'Abidjan. Le développement de ce mode de transport est facteur de création d'emplois dans le domaine de la navigation maritime et côtière par les 3 entreprises qui se disputent le marché. Aujourd'hui, nous employons des matelots, des pilotes, de manière directe, mais aussi au niveau de l'administration, nous avons pratiquement tous les corps de métier qu'on peut retrouver dans une administration classique au niveau des entreprises. Outre les matelots et les pilotes, nous avons aussi des mécaniciens et des ingénieurs dans le domaine de la maintenance navale. En rappel, le secteur des transports représente plus de 7% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Il emploie des dizaines de milliers de personnes dans les emplois formels. Plus de 2000 milliards de francs CFA ont été investis ces dernières années dans les infrastructures routières pour le développement des transports en Côte d'Ivoire. L'Afrique australe subit sa plus forte période de sécheresse depuis ces 35 dernières années. Une situation due au réchauffement climatique selon les spécialistes. En Afrique du Sud, la plus ancienne ville coloniale, Graaff-Reinet, traverse sa 4e année de sécheresse. Les terres sont devenues arides, ce qui nuit particulièrement à la faune. C'est un sujet de Corinne Camden. Des images bouleversantes d'animaux morts et de terres fissurées montrent l'impact d'une sécheresse qui dure depuis 4 ans dans la région de Karo, en Afrique du Sud. Les habitants de la plus ancienne ville coloniale du pays, Graaff-Reinet, traversent la pire période de sécheresse qu'a connue la région de Karo depuis plus d'1 siècle. Dans le Karoo d'Afrique du Sud, et je suppose dans toutes les régions semi-désertiques du monde, Dieu fournit de l'eau potable et la conserve de 2 manières. L'une est dans les nuages et l'autre sous terre. Si nous ne pouvons pas localiser ces zones sur terre, nous ne saurons jamais où creuser pour trouver l'eau. Les données de l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère indiquent que Karo a été confronté à un été anormalement chaud avec des précipitations inférieures de 75% à la moyenne. Selon les Nations Unies, à cause de la sécheresse, 45 millions de personnes sont confrontées à la faim en Afrique du Sud. Cela a eu un impact terrible sur nous et comme vous pouvez le constater, le bétail et notamment les chèvres angora meurent. Les conséquences du réchauffement climatique sont plus que palpables. L'organisation caritative sud-africaine Gift of the Givers achemine de l'eau par camion vers les cantons et réalise des forages. Cependant, les eaux souterraines sont limitées et les habitants déjà en difficulté ont été instamment priés de réduire au maximum leur consommation d'eau. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.